On va parler de mémoire, peut-être qu'on pourra ouvrir quelques autres portes et pourquoi pas celle aussi des origines. Mais votre troisième ouvrage, Quand Cécile, aborde la question du deuil, de la mort et de la mémoire. L'histoire de Cécile qui meurt d'un accident d'avion à l'âge de 27 ans. Et le narrateur, l'homme dont il est question, qui n'est pas le narrateur, puisque ce n'est pas écrit avec un je, J-E, mais bien il, cet homme-là est d'abord sidéré par sa rencontre, par cette mort, puis il va passer par finalement presque plein d'états entre la mélancolie et puis la quête ou la tentative de retenir la mémoire de cette Cécile qu'il a presque à peine connue, en tout cas qu'il a aimée à un moment donné de sa vie, un peu plus jeune. Ils se sont rencontrés, aimés un peu, retrouvés, aimés à nouveau, et puis séparés, comme plein d'histoires. Ils ont refait chacun leur vie, et quand il apprend sa mort, vont revenir justement ses souvenirs, et il va être, j'ai envie de dire, submergé et obsédé par cette Cécile. Et votre récit, qui fait à peine 130 pages, très peu, une seule phrase, pas un point, quelques points d'interrogation, des virgules, va être le récit de cette obsession et cette tentative de garder absolument la mémoire de cette jeune fille. Votre récit questionne l'oubli après la mort, questionne aussi la littérature, l'écriture, quels sont les mots qu'on utilise finalement pour parler de la mort, des mots simples ou des mots nouveaux, qu'est-ce qu'on utilise pour retenir, pour garder en mémoire. Il questionne bien sûr notre propre mémoire, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on garde. Et puis je crois qu'il interroge aussi cette question d'immortalité, la sensation qu'on a quand on est jeune d'être immortel. Et à la première personne qui meurt autour de nous, c'est peut-être la perte de cette insouciance de l'immortalité. Beaucoup de choses dans ce livre, des questions que je trouve philosophiques, mais aussi quelque chose de l'ordre presque de la... et vous utilisez le mot d'ailleurs de la filature, de l'enquête du détective aussi, qui suivrait les traces, et la recherche de traces est réelle et irréelle, et dans l'imaginaire et dans la mémoire de cette jeune femme. Il est question de refaire le portrait de cette Cécile avec ce qu'il reste, avec les fragments, avec ce qu'on imagine, et il est question aussi du portrait de cet homme, puisqu'il y a je trouve aussi un double portrait de cet homme parfois empêché par le langage, parfois un peu empêché par la vie, et qui risque peut-être de se perdre dans cette quête-là. Le titre de ce livre, c'est « Quand Cécile », ça veut dire que c'est une conjoncture de temps que vous utilisez, un début de phrase aussi. Est-ce à dire que qu'en utilisant ce mot « quand Cécile », c'est l'envie pour vous de nous dire qu'on va rentrer dans un récit qui questionne aussi le temps qui passe et tous les temps possibles? Alors c'est exactement ça. Le récit est très court, mais il s'étale sur une vingtaine d'années, en réalité, et un peu moins, en fait, il s'étale sur... Il est écrit d'aujourd'hui, donc il regarde 20 ans en arrière, mais il s'étale sur une dizaine d'années, plutôt. Et le moment du moment est le plus important, parce que dans le narrateur, le personnage, pardon, qui a connu cette femme et qui a eu une histoire avec elle qui n'est jamais allée très loin, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'histoire un peu mortenée, avec
2-3 essais pour que ça se passe, mais il ne se passe finalement pas grand-chose. Des histoires de jeunesse, quoi, rien d'exceptionnel, rien d'original. Ce moment-là sert quand même de caillou central dans la mémoire du personnage. Et c'est un caillou autour duquel se greffe à la fois se construit l'image de Cécile, et elle se construit bizarrement à partir du moment où Cécile n'est plus là. Et il y a des tas de personnes qui sont dans nos vies qu'on ne voit plus, mais le simple fait qu'elles soient toujours vivantes quelque part en même temps que nous leur donne un statut différent des personnes qu'on ne voit plus non plus parce qu'elles sont mortes et dont on sait qu'elles ne sont pas quelque part dans le monde en même temps que nous. On peut très bien ne plus jamais voir un amour de jeunesse. Le simple fait de savoir que cet amour de jeunesse vit sa vie en même temps que la nôtre lui donne un statut différent, leur donne un statut différent, lui donne un statut différent que dans ce cas-ci où c'est un personnage, où l'image de Cécile est figée dans ce moment-là. Avec un futur impossible finalement. Parce que la question du temps, je voudrais qu'on reste là-dessus, c'est que ce temps du moment où ils se sont aimés, il revient à ce moment-là. Et il l'utilise presque à la Brigitte Giraud, ou ce livre Vivre vite, où elle utilisait le conditionnel. Lui aussi se dit finalement, si on s'était aimé plus, elle ne serait peut-être pas morte. Donc il y a aussi cette litanie des si, ce conditionnel. Il y a ce temps passé, le temps présent qu'ils ont connu, et cet impossible futur, cette impossible possibilité des 1000 vies qu'elle aurait pu vivre, des 1000 chemins qu'elle aurait pu vivre. C'est ça que vous questionnez. Et indépendamment de Cécile, c'est toutes nos vies à nous. C'est finalement, on a tous 1000 vies possibles jusqu'au moment où ça s'arrête. Et lui tente de lui faire vivre ces 1000 vies possibles. Mais comme il l'oublie progressivement, parce que pour moi, la mémoire qu'il a de Cécile est en fait une conséquence de l'oubli qu'il a de Cécile. Et sa seule façon d'essayer de reconstruire une image en mémoire de Cécile et d'essayer de garder en tête la présence de Cécile dans son histoire, c'est d'imaginer ce qui aurait pu se passer. Voilà. Et en effet, le fait que quelqu'un meure jeune, que quelqu'un meure âgé, ma foi, c'est l'ordre des choses. Et puis, ça peut être très triste, on peut être bouleversé, évidemment, hein, mais enfin, on l'est. Mais c'est dans l'ordre des choses. Le fait que quelqu'un meure aussi jeune et de façon aussi bête, surtout, puisque c'est un accident d'avion et qu'elle est montée dans l'avion alors qu'elle avait peur de l'avion, donc c'est complètement idiot. Crée une sorte d'incohérence totale dans l'univers mental du personnage. Et en effet, le principe, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un meurt aussi jeune, à 27 ans, meurt en même temps que la vie qu'elle menait réellement, toutes les vies possibles qu'elle aurait pu vivre, tous les choix qu'elle aurait pu faire, toutes les directions qu'elle aurait pu prendre. Et donc, à partir du moment où elle meurt une fois, c'est comme si elle mourait 1000 fois. Et si elle meurt 1000 fois, alors c'est comme si elle avait pu vivre 1000 fois. Et donc, il y a 1000 vies possibles, 1000 ou 2000, 10 000. Mais... Alors, que fait-il finalement? Ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est de rattraper le temps, mais aussi d'empêcher l'oubli, une tentative. C'est un livre, un récit presque contre l'oubli. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et c'est tout le cheminement qu'il va faire, c'est aller chercher tout au fond de sa mémoire, dans des endroits même parfois un peu particuliers, aller chercher dans l'imaginaire aussi, dans les rêves, et puis s'inventer des choses, et aller chercher des traces dans le réel, quitte à trouver la figure ou l'image ou la ressemblance dans les personnes qu'il croise, quitte lui-même, ce que je disais tout à l'heure, à se perdre aussi. Finalement, c'est ça, c'est un livre contre l'oubli, c'est un livre pour les traces contre l'oubli. C'est amusant parce que Contre l'oubli, c'est le titre d'un recueil de textes d'Henri Calais, qui est mon écrivain préféré. Et je n'avais jamais fait le lien. Oui, il y a la citation de Blanchot que j'ai mis en exergue du texte que je ne connais pas par cœur, malheureusement, mais qui dit ça très clairement. C'est-à-dire que... qui dit...
qui veut se souvenir doit se confier à l'oubli, à ce risque qu'est l'oubli absolu, et à ce beau hasard que devient alors le souvenir. Et je pense que c'est ça, c'est-à-dire que le personnage, au moment où Cécile meurt, il a sa vie, il est heureux, il est en couple, tout va bien pour lui à ce moment-là. C'est presque une sorte de période bénie, et donc il n'est pas très triste. Et il comprend qu'il n'est pas très triste. Enfin, il se pose la question de savoir pourquoi il n'est pas aussi triste qu'il le devrait. Et il est triste, mais sa vie se vit, quoi. Sa vie se poursuit et il a plein de choses. Donc, à partir du moment où il prend conscience de ça et que l'oubli se fait, pour moi, ce qu'il recherche, c'est de... Quand il a une sorte de retour de bâton et que vraiment l'image de Cécile lui revient à l'esprit et qu'une fois qu'il est sorti de cette période un peu bénie et qu'il a une période un petit peu moins heureuse ou moins pleine dans sa vie et que le deuil vient par une sorte d'effet de marée, comme ça, il a déjà oublié beaucoup de choses. Et donc, s'il veut reconstruire quelque chose à la fois de sa mémoire de Cécile et de son deuil, il doit se confronter à ce que l'oubli lui laisse et au trou que l'oubli creuse dans l'image même de Cécile. Je trouvais aussi que ce livre, indépendamment du deuil et de l'oubli, posait la question de qu'est-ce qu'on sait vraiment des gens qu'on rencontre. Il le dit à un moment donné, il ne connaît finalement que des fragments de Cécile, des moments où ils ont bu ensemble, où ils ont ri, fait un voyage en Italie, où ils se sont regardés. Il y a quelques regards, il se rappelle de ses joues, de ses yeux, de ses cheveux, mais finalement rien de sa vie domestique, de sa vie poussiéreuse, comme vous l'écrivez. Et c'est une question qu'on pourrait presque tous se poser. Que connaît-on finalement des gens qu'on a croisés, qu'on a parfois aimés, rapidement aimés ou pas, et on ne connaît quasiment que des fragments. Oui, et puis je pense que c'est vrai à toute époque de la vie, mais c'est particulièrement vrai pour les personnes qu'on croise dans sa jeunesse, parce que dans ce cas-ci, c'est quelqu'un avec qui il a fait ses études, donc forcément il a une vie d'étudiant, ils ont une vie d'étudiant, donc ils se voient pas toute la journée, pas tous les jours. Ils se voient souvent en groupe, ils font partie d'un même groupe d'amis. Donc finalement, si on met bout à bout tous les moments qu'ils ont vraiment passés seuls ensemble, et en tenant compte du fait qu'ils ont eu une histoire, une aventure, ou une histoire d'amour, quel que soit le nom qu'on met là-dessus, ça fait pas lourd évidemment dans une vie en termes de temps. Donc forcément, c'est encore cette histoire de moments, de camps, de noyaux durs qui devrait servir à nourrir un souvenir et qui, évidemment, comme il peut être très fort, mais en même temps, il est bref. Et donc forcément, il s'étiole très vite, il s'érode. Et la vie de tous les jours, le fait de faire ses courses, de faire ses lessives, de nettoyer sa maison, de faire le plein de sa voiture, de s'ennuyer, tous ces trucs qui sont vraiment pas du tout ce qui fait partie du souvenir des belles histoires d'amour. Habituellement, il ne l'a pas vécu et il ne sait même pas ce qu'était son quotidien puisqu'ils n'ont jamais vécu ensemble. Il n'est jamais allé chez elle quand elle vivait seule après avoir quitté sa maison familiale. Donc tout ça, c'est quelque chose auquel il n'accède pas. Alors il va, au fil de son cheminement, donc il va aller sur les traces du passé, il va aller sur les traces d'une inconnue qu'il va suivre, trouvant qu'elle ressemble fortement à Cécile, et il va aussi tenter d'écrire. Il va tenter de mettre des mots, de faire récit, pour essayer de
ramener finalement Cécile au réel, comme il dit. Et je trouve qu'à ce moment-là, vous citez Blanchot dès le départ. Blanchot a été quand même un des critiques et auteurs à questionner la littérature, et la littérature qui avait un rapport avec le réel et l'impossible littérature, disait-il aussi. Et là aussi, impossible pour lui de trouver les mots pour faire récit, pour la ramener au réel. Je disais, le choix de mots simples, ou alors le choix de mots nouveaux, comment faire récit et comment écrire. Quelle est la place pour vous de la fiction, de la littérature, pour justement parler de l'absence, écrire est-ce que c'est finalement pour tenter d'écrire l'invisible, la psychologie Qu'est-ce que veut dire la fiction et la littérature dans ce genre de récit et de questionnement? Pour pouvoir répondre, je suis quand même obligé de dire que, évidemment, c'est une histoire personnelle, c'est une histoire vraie. C'est-à-dire que Cécile a réellement existé, c'est son vrai prénom, c'est le seul prénom qui apparaît dans le livre. Donc Cécile a vraiment existé, elle est vraiment morte à 27 ans dans un accident d'avion. Et le personnage, le il, c'est moi. Et quand il y a quelque chose que le narrateur, enfin la narration dit du personnage, qui est qu'à un moment, il va essayer, en effet, il se dit qu'il doit écrire quelque chose pour ne pas oublier Cécile, qu'il doit fixer sur le papier ce dont il se souvient, mais au moment où il le fait, il a déjà oublié beaucoup de choses. Enfin, il se rend compte qu'il a déjà oublié beaucoup de choses. Et moi, je me souviens très précisément de moments que j'ai utilisés, puisque je n'ai absolument rien inventé dans l'histoire, où j'essayais à toute force je me suis dit, il faut que j'écrive quelque chose, mais je n'arrivais pas à le faire. Enfin, je trouvais que ça ne racontait rien, ça ne disait rien. Je n'accédais pas du tout à Cécile, ni à ce que je voulais dire d'elle. Puis je trouvais ça vain, je ne comprenais pas. Je voulais le faire, mais je n'en voyais pas l'utilité. Et je faisais pas mal de dessins, de bande dessinée aussi, donc j'essayais de dessiner, mais c'est pareil, ça ne donnait rien. Et pendant très longtemps, je me suis dit, un jour peut-être que je trouverai une façon de faire. J'ai toujours eu ça en tête, voilà, comme quelque chose, une sorte de boule que je poussais devant moi, comme un bousier, là, en me disant, un jour, je trouverai le moyen. Et puis en fait, c'est la vie se charge de donner des moyens, et le fait d'avoir croisé en rue une personne, une fille qui ressemblait vraiment trait pour trait à Cécile, quelques années après sa mort, et que en tout cas la ressemblance soit suffisamment puissante et forte pour que ça fasse un peu vaciller quand même. En fait, ça m'a donné une voie d'accès pour raconter ça. Mais, encore une fois, très longtemps après, puisque ce dont je parle, ça s'est passé il y a 20 ans. Mais en tout cas, ça m'a donné une voie d'accès pour rentrer là-dedans. Ça veut dire que c'est finalement le réel qui a permis la voie d'accès. C'est de voir quelqu'un dans le réel qui a permis d'accéder à la mémoire. Tout à fait. Mais le réel, je ne pouvais pas le raconter platement. Et alors, c'est ce que... Je donne des cours de littérature dans une académie d'art, et je dis toujours aux étudiants, enfin que ça n'engage que moi comme point de vue, mais je dis toujours aux étudiants que tout passage à l'écrit est une fictionnalisation. Donc même si on essaie de raconter au plus près des faits possibles, même dans le journalisme, mais a fortiori dans un travail littéraire, dès qu'on essaie de mettre en mots, c'est un travail de fiction. Alors c'est ce que dit Blanchot aussi. C'est ce que dit Blanchot, tout à fait. Il dit autrement, il dit tout passage à l'écriture,
tue le réel. C'est-à-dire que c'est comme la photographie, finalement. C'est presque une autre mort. En tout cas, c'est une recomposition. C'est une recomposition, ça le remplace par un récit et donc forcément par une fiction, parce que le cerveau humain est fait de telle sorte qu'on oublie, et que la mémoire est une reconstruction, et que tout épisode qu'on est certain d'avoir vécu, à force de se le répéter, on renforce les mêmes traits de ce souvenir, et on en efface d'autres. On renforce peut-être des traces qui ne sont pas tout à fait authentiques, mais en même temps, à force de les raconter et de se les remémorer, on leur donne une forme de réalité. Donc, pour moi, à partir du moment où j'essaie de raconter ça, il fallait que je donne une forme. Il fallait qu'il y ait une forme. Il fallait qu'il y ait un travail sur la forme. Alors, bon, moi, je fais avec mes moyens. Chacun fait comme il peut. Mais moi, il me semblait qu'il fallait absolument essayer de trouver une forme qui permette de raconter une histoire qui, sinon, est complètement invraisemblable. Alors, la forme et la façon de raconter, c'est-à-dire que la forme, c'est une longue phrase, sans point, qui passe à la ligne de temps en temps. Il y a des points d'interrogation et il y a des virgules. Et puis, pour revenir sur le mot filature, la forme, c'est aussi celle-ci. C'est-à-dire que vous partez de la filature qu'il fait dans les rues à suivre cet inconnu qui ressemble à Cécile. Et j'ai le sentiment que l'écriture de ce livre est comme... vous savez, quand on coud quelque chose du début jusqu'à la fin, comme on filerait les mots du début jusqu'à la fin sans rupture. C'est le double sens de filature. C'est le double sens de filature que je trouve ici, pour moi en tout cas, qui a été très utile et très, très opérant pour écrire le texte. C'est qu'une filature, c'est à la fois suivre quelqu'un dans la rue, enfin suivre quelqu'un, dans une démarche vraiment de détective, une filature, et c'est en même temps le fait de tirer sur, enfin de faire un fil, d'essayer de filer quelque chose, de filer des brins différents de matière en un seul fil. Et le personnage essaie de faire ça, c'est-à-dire qu'il à la fois il est pris dans une filature réelle et il attrape un bout de la réalité que la réalité lui offre, qui est l'apparition de ce sosie, et il tire dessus pour voir si Cécile est au bout ou enfin, pour essayer de comprendre, quoi. Parce que c'est très bizarre, parce qu'à la fois, c'est un roman avec un personnage, et ce sont des questions que je me suis posées par rapport à ma propre perception, puisque c'est moi qui l'ai vécu. Mais c'est complètement invraisemblable de rencontrer... Non seulement il rencontre ce sosie très, 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 très ressemblant, dans la même ville. Parce qu'on peut imaginer que quelqu'un ressemble, il le dit, on peut imaginer que quelqu'un ressemble quelque part dans le monde, ça c'est évident. Mais dans la même ville, c'est déjà assez peu probable. Mais non seulement il la rencontre dans la même ville, mais il la rencontre par 2 fois devant le dernier restaurant où ils ont mangé ensemble. Et ça, c'est très perturbant et c'est complètement invraisemblable. Donc, à partir du moment où il y a cet élément complètement bizarre que la vie lui offre, enfin lui offre ou lui met dans les pattes en tout cas, il tire dessus, il tire dessus pour essayer de savoir ce qu'il y a à l'autre bout. Voilà. Je disais quitte à se perdre parce qu'il oublie presque le quotidien et son quotidien, obsédé qu'il est par cette jeune femme blonde qu'il croise et qu'il poursuit, qu'il suit, quitte à voler sa poubelle, tenter d'ouvrir la poubelle, ne pas le faire parce qu'il va se faire... c'est pas très glorieux. Voilà, c'est pas très glorieux. Cette question de l'écriture... et puis, ça fait 2-3 fois que vous dites le mot vraisemblable. Il y a aussi quelque chose d'éminemment cinématographique. Et je le dis parce qu'il y a quelques références à des films que vous faites, et des films qui sont bien particuliers, et qui sont aussi, je trouve, datés et très littéraires. Notamment Baiser volé de Truffaut, dont il fait référence à un moment donné.
Et ce film est quand même très particulier parce que c'est aussi l'histoire d'un homme qui a bien du mal à grandir, qui a bien du mal à faire avec la société, qui est un peu encombré presque encore dans l'enfance ou l'adolescence. Et j'ai fait la même lecture de ce Il. Vous nous dites que c'est un peu vous parce que c'est un récit qui puise dans votre vie. Et j'ai pas pu m'empêcher aussi de voir en ce Il quelqu'un qui dit lui-même, qui était parfois empêché par le langage, quand il devait parler avec des inconnus, dont je sens bien qu'il cherche des choses dans l'imaginaire ou dans l'irréel ou dans la fiction plus que dans le réel. Quelqu'un un peu parfois empêché, un peu gêné, un peu timide, un peu en retrait, qui cherche d'autres choses. Est-ce que je fais une bonne lecture? Et est-ce qu'effectivement, il y a quelque chose d'Antoine Doinel dans ce Il dont il est question ici? Alors, ce serait présomptueux de dire qu'on a quelque chose d'Antoine Doinel, mais le personnage d'Antoine Doinel est forcément une référence pour toutes les personnes qui sont un peu mal à l'aise avec des conventions sociales ou des usages, ou qui ne savent pas tellement où est leur place, ou comment, qui sont pas, moi j'ai jamais eu de problème relationnel en général, mais c'est vrai que une timidité ou une réserve ou une difficulté en tout cas à se situer par rapport aux autres, ça c'est quelque chose qui est forcément très présent chez Doinel. Et évidemment, l'utilisation de Doinel était très, très tentante parce qu'il y a ces passages dans Baiser volé où il trouve un petit boulot de détective privé, il doit faire une filature et il est complètement nul. Et le personnage ici décide qu'il doit filer ce sosie et qu'il doit essayer d'en savoir plus, savoir qui elle est, où elle vit, sans vouloir intervenir, voilà, en regardant ça à distance, comme on regarderait justement un film, le film d'une autre vie de Cécile possible qui se déploierait devant lui. Mais il ne sait pas faire, voilà, faire une filature, ça ne s'improvise pas. Et Doinel a ça, quoi. C'est cette maladresse aussi, et c'est évidemment très tentant de l'utiliser parce que oui, tout le monde a déjà suivi quelqu'un dans la rue, enfin pas nécessairement le suivre, mais enfin on a tous vu quelqu'un qui nous plaisait dans la rue ou qui nous intriguait et qu'on a suivi un petit peu du regard ou suivi un petit peu, ou sans volonté d'être intrusif ou d'être dérangeant, mais il y a cette curiosité pour la vie des autres, quoi, voilà. Et Doinel, il a ça, mais il ne sait pas faire. Et le personnage ne sait pas faire. Doinel ne sait pas devenir adulte, et c'est ce qu'on trouve beau dans ce film-là. Et puis, chez Truffaut, moi, j'ai trouvé aussi quelque chose chez vous, c'est de raconter la plus grande mélancolie, mais avec aussi élégance, délicatesse, ce que vous faites aussi, je trouve magistralement. Donc ça, c'était ma petite parenthèse pour dire que ce texte est vraiment très beau. Il y a d'autres références. Il y a un autre film, là aussi, toujours cette histoire de filature et de poursuite. Finalement, il y a toujours ces hommes qui courent après les femmes. Il y a toujours une femme presque irrattrapable. Vous savez, ce truc qu'on voit beaucoup au cinéma, hein, cet homme qui court après, et cette femme qui est un fantôme qui disparaît au coin de la rue. Ça, c'est une histoire de fantôme aussi. Hein. Oui, ici, par définition, Cécile est impossible à rattraper, voilà, parce qu'elle est morte et que, c'est-à-dire qu'à la fois, il n'est pas complètement fou. C'est-à-dire qu'il est sur cette crête-là où il a devant lui des choses, des vues, des visions qui font quand même un petit peu vaciller sa raison, mais il ne bascule jamais. Il est tout à fait conscient que Cécile est morte et que ce n'est pas Cécile. Mais elle lui ressemble vraiment extrêmement fort. Donc, à la fois, il est tout à fait conscient qu'elle n'est pas Cécile et que donc Cécile est morte, qu'il ne la reverra jamais, qu'elle ne vit plus nulle part, voilà. Mais c'est quand même tentant d'essayer quand même de la faire exister encore un peu, voilà. Parce que c'est tellement injuste, quoi, voilà. Elle avait 27 ans. Alors, double injustice, injuste de mourir si jeune et injuste d'être oublié si vite, écrivez-vous.
Oui, bon, désolé, je reprends le personnage réel de Cécile, mais elle n'avait pas de frères et sœurs, et elle est morte à 27 ans, elle n'a pas eu d'enfant, donc par définition, sa mémoire va disparaître avec la disparition des gens qui l'ont connue. Et c'est bien normal, ça arrive à tout le monde. Mais ça arrive à tout le monde généralement un peu plus tard, c'est-à-dire ça prend quelques décennies pour qu'une mémoire de quelqu'un disparaisse complètement. Et elle, non seulement elle va disparaître plus vite que les autres, complètement, je veux dire, mais en plus, alors même que les gens qui l'ont connue vivent encore, ils l'oublient. C'est-à-dire que le personnage a eu une histoire d'amour avec elle et il est incapable de se rappeler la couleur de ses yeux. Et donc forcément, et ça, il parle de 10 ans après la mort de Cécile, forcément 30 ans après ou 40 ans après, ce sera encore pire. Donc l'oubli, il se fait alors même que les seules personnes qui peuvent se rappeler d'elle sont encore en vie. Mais finalement, on ne peut rien faire contre ça, parce que même, on pourrait dire que la littérature est un tombeau, elle peut aussi empêcher l'oubli, mais on l'a dit tout à l'heure, la littérature est une déformation de la réalité, ce n'est pas un vrai portrait qu'on fait. Quel est le rôle pour vous? Où placez-vous la littérature? Vous qui êtes aussi un grand lecteur, vous disiez Henri Calais, c'est quelqu'un que vous aimez, vous citez Blanchot qui questionne la littérature. À quel endroit, vous qui avez été aussi libraire avant, la placez-vous, cette littérature qui, je crois, est quand même essentielle dans votre vie? À titre personnel, c'est l'eau, l'air, le vent, c'est un élément concret, présent dans tout. Ça ne veut pas dire que je ne pense qu'à la littérature du matin au soir, mais ça veut dire que tout passe par un filtre littéraire, probablement interprétatif ou sensoriel, pas nécessairement tout de suite, mais à rebond. Donc, bien sûr, la littérature ne peut pas faire réapparaître Cécile, ne peut pas la faire revivre. Et un livre comme celui-ci ne peut pas donner une image à tout le monde de Cécile, c'est pas le but. Mais ça peut prolonger l'idée qu'elle a existé. Voilà. Et si la littérature, essaie de lui avoir donné une forme, donné une forme à son existence, une forme littéraire, je veux dire, au souvenir de son existence, permet de prolonger un tout petit peu le fait qu'elle ait existé dans ce monde, moi je trouve que ça c'est un beau rôle de la littérature. Pour aller un peu plus loin sur cette question de la mémoire et de ce qu'on garde et de ce qu'on retient, il y aura tout à l'heure une rencontre avec Gaëlle Oblieli sur ce texte sans valeur qui part d'un sac poubelle qu'elle retrouve dans les rues et qu'elle va rapporter chez elle et ouvrir, à l'inverse de votre personnage. Mais elle pose la question finalement de ce qui compte vraiment. Dans nos vies, la valeur des choses, alors matérielle, mais j'ai pas pu m'empêcher de faire un lien entre vos deux livres, puisque c'est aussi ce que vous questionnez, c'est ce qu'on garde, c'est ce que la mémoire garde. Est-ce que c'est ça aussi que vous questionnez finalement, ce qu'on retient à un endroit de notre mémoire? Est-ce que c'est ça la valeur des choses? Et est-ce que vous vous êtes posé aussi la question de ce qui pouvait compter avec le temps? Alors, dans ma toute première vie, j'étais chercheur en neuropsychologie, je travaillais sur la mémoire. Et ça reste quand même quelque chose qui est assez fascinant, la façon dont la mémoire humaine fonctionne. Ce n'est pas quelque chose auquel on réfléchit tout le temps dans notre vie quotidienne. Mais quand on analyse la façon dont se construit un souvenir et ce qu'on considère comme étant, si on doit parler de nous, raconter des choses qu'on a vécues, si on doit se définir, on se définit par rapport à des choses qu'on a vécues, qu'on pense avoir vécues, qu'on croit. Mais quand on sait que la mémoire sur laquelle on s'appuie pour se définir est en fait une énorme collection de trous, d'oubli et de reconstruction, ça pose quand même de grosses questions sur ce qu'on est réellement. C'est-à-dire
et ça, c'est quelque chose qui est assez fascinant quand on discute, par exemple, avec des personnes qui sont dans des stades modérés, avancés, mais modérés encore de démence. C'est assez fascinant, les choses qui ressortent. Qui sont des choses qui ne ressortent pas dans le discours. Alors, j'ai un exemple là, par contre, assez personnel, mais ma grand-mère, qui est décédée d'une démence il y a très très longtemps, quand elle était à un stade assez avancé dans son discours, alors elle était mariée, son mari, elle n'a été mariée qu'une seule fois, son mari est décédé très longtemps avant elle, et quand elle était à un stade assez avancé de sa démence, elle parlait régulièrement de ses maris au pluriel. Et un jour, on lui dit, mais tu n'as été mariée qu'une seule fois. Et là, elle disait, non, mais oui, bien sûr, je n'ai été mariée qu'une seule fois. Mais puis, il y avait un tel, il y avait un tel, il y avait un tel, et une collection d'amants, quoi. Et, enfin, en tout cas, de relations extra-conjugales, qu'elle n'aurait jamais dites dans son discours, si elle avait dû raconter qui elle était. Et le fait que la maladie faisait tomber toute une série de barrières, mais en même temps, elle recherchait des choses dans sa mémoire auxquelles elle n'accédait peut-être pas consciemment, ben ça donnait une autre image d'elle. Et dans notre discours à tous, au quotidien, dans notre construction sociale, on se repose sur quelque chose qu'on sait ou on oublie que ça l'est, ou on feint d'ignorer que ça l'est, qui est factice et parcellaire. Alors on ne se repose pas que sur ça, on se repose effectivement donc sur cette mémoire qui ne pèse pas grand-chose finalement, si je vous entends bien, et qui est un peu une base de données, mais avec quelque chose de l'inconscient. Il y a une périphérie aussi qui des fois fait ressortir des choses qu'on avait peut-être un peu oubliées qui ressortent. C'est un récit, la mémoire. Enfin, la mémoire n'est rien d'autre qu'une fiction. La mémoire, c'est un roman. Et c'est une collection de scènes qui sont structurées comme un roman. Et donc, nos vies sont des fictions. Enfin, c'est très banal ce que je dis. Mais nos vies réelles telles qu'on s'en souvient ne sont rien d'autre que des romans. Alors lui s'appuie sur sa mémoire, sur l'éclipse de la mémoire, sur une photographie, parce qu'il a une photographie. Donc là aussi, c'est une fiction, une photographie, puisque c'est un souvenir marqué, mais qui est aussi quelque chose qui a tué la réalité pour en faire un autre objet. Et qui en plus s'abîme avec le temps. Et qui en plus s'abîme avec le temps. D'ailleurs, il prend la photo de la photographie pour avoir un souvenir. Et il y a un autre marqueur dont on n'a pas encore parlé. Le livre est marqué par deux événements qu'on a tous vécu. Enfin, le premier, on a tous vécu. Le deuxième, moi, je ne l'ai pas vécu. Mais qui sont des marqueurs de la société, des catastrophes. C'est marqué par le 11 septembre. Donc il y a son avion à elle qui s'écrase, mais il y a d'autres avions qui vont s'écraser, qui vont marquer la mémoire de Hill, et va se boucler avec une autre catastrophe, c'est l'explosion de l'immeuble dans lequel vit celle qui ressemble à Cécile. Vous marquez le récit par ces deux temporalités du monde extérieur à sa vie interne. Pour quelle raison? Parce que dans l'histoire, c'est quelque chose qui m'a marqué assez fort. C'est-à-dire que Cécile est morte en août 2001, le 8 août 2001. Et quand il y a eu les attentats du 11 septembre, donc un mois plus tard, c'est des avions qui foncent dans des tours. Donc c'est un accident d'avion, évidemment pas comparable, mais c'est le principe de l'accident d'avion. Et je me souviens parfaitement bien que c'était quand même qu'on a tous vécu, c'était très, très, très marquant, ces attentats. Et pourtant, moi, le seul moment, enfin, la première chose à laquelle j'ai pensé le soir en regardant les images de la journée, c'est à l'accident d'avion de Cécile. C'est-à-dire que 3000 morts d'un côté, 4 de l'autre, mais une seule qui m'était proche, et finalement la seule mort que ça a fait ressortir, c'est la mort de Cécile. Et plus tard, alors très longtemps après, quelques années plus tard, 10 ans plus tard, quand il y a eu une explosion de gaz dans un immeuble dans le centre de la ville qui a fait s'effondrer la maison,
bien après qu'il ait vu ce sosie et qu'il ait arrêté, qu'il ait réussi à passer au-delà. Le fait que la maison s'effondre, c'est pareil. La seule chose à laquelle il a pensé, c'est à la mort de Cécile. Et moi, c'est quelque chose qui m'a questionné parce que je me demande combien de morts il faut pour que ça supplante dans mon esprit la mort de Cécile, voilà. À laquelle je ne pense pas à sa mort tous les jours. Mais quel est le poids réel des catastrophes comme ça qu'on voit, qui nous bouleversent, qui nous submergent, qui nous questionnent, enfin bien sûr. Combien il en faut pour que ça fasse le poids par rapport à une mort que je considère comme injuste. Les autres aussi sont injustes, évidemment. Mais c'est très bizarre. Et c'est pas quelque chose de contrôlé. C'est vraiment des sensations et des premières impressions. J'ai pas la réponse. Hein. C'est une question que je me pose. Voilà. Est-ce que vous nous feriez une petite lecture d'un extrait de votre texte? Alors, je ne sais pas, il y a la filature, mais il y a d'autres... Je vous laisse choisir, peut-être? Oui, le début. Quand Cécile se réveille au matin, regardant-elle... Oh, pardon, c'est la première fois que je le lis. Quand Cécile se réveille au matin, regarde-t-elle encore le ciel à l'est pour chercher la lumière? Sent-elle le vent souffler sur elle qui la soulève et l'emporte? A-t-elle soif? A-t-elle faim? A-t-elle chaud? S'accroche-t-elle aux branches des peupliers ou aux pierres ridées des falaises qui écorchent sa chair? Tout cela est-il encore possible? Parfois, il imagine avancer vers la mer, comme ce matin venteux de septembre, quand désœuvrés et vacants, ils avaient marché en grappes éparpillées sur une plage d'Italie. Leur jeunesse indolente alors ne pesait rien et ne creusait presque pas le sable sous leurs pas. Une poussière morose s'était posée sur lui, dissimulant son visage. Elle l'avait remarqué. Il n'y avait pas de raison, peut-être seulement l'espace d'une seconde, avait-il eu la sensation de tout ce que ce mouvement portait en lui d'éternité autant que d'éphémère. Ou peut-être était-ce seulement le vent qui balayait les peaux si vite perdues pour devenir adulte. Et Cécile avait dit qu'elle aussi était d'humeur cyclique. Cela ne s'expliquait pas, ne se comprenait pas davantage. Il avait souri, c'était déjà fini. Entre eux, la poussière avait révélé le relief d'une possible connivence. Arrivés au bord de l'eau, ils avaient ri à nouveau. Et c'est ainsi que parfois ils l'imaginent, avançant vers la mer, les pieds nus sur le sable qui ne conserve aucune empreinte. Jeune et lumineuse. Puis elle disparaît dans un reflux de marée, dans un cycle de temps si bref qu'il ne peut le saisir. Et son image sur la plage est fugace, comme son passage dans la vie, déposée sur le sable et aussitôt reprise, effacée déjà par l'écume des années. Lui reste alors en tête la blondeur de ses cheveux, de ses sourcils et des cils autour de ses yeux, dont l'iris parfois se voyait à peine à travers la fente étroite des paupières. Son visage juvénile n'était que blondeur et lumière au rose de ses joues. Il s'efforce, en plongeant dans la mélasse obscure de sa mémoire, de recomposer la forme de sa bouche et son sourire, et les fossettes qu'il dessinait, et son rire blond et solaire. Un tel visage est-il encore possible, pense-t-il? Une telle blondeur jusqu'aux cils peut-elle encore émerger du sommeil au matin et s'habiller du vent qui souffle sur elle et l'emporte? Peut-il y avoir encore du rose à ses joues et des fossettes s'accrochant aux branches hautes des peupliers et aux rides des falaises? Mais non, il sait bien que c'est impossible. Il sait bien que Cécile ne sent plus le vent souffler sur elle, n'a plus faim ni soif, ne se réveille pas de sa nuit, et plus jamais ne se réveillera. On ne se réveille pas de ce sommeil-là. Elle ne sait plus rien des branches des peupliers, ni des flux de marée, et de sa blondeur ne subsiste que son souvenir qui déjà s'étiole. Voilà pourquoi il s'agrippe à ces rares images comme à un fil ténu sur quoi tirer, un fil sans début ni fin, qui pourrait se briser, et sans doute se brisera avec le temps, avec l'oubli et la vieillesse. Alors il engage une lutte, il doit fixer ce qui disparaît, ce qui déjà n'est plus, avant d'oublier la forme de son visage et le rose à ses joues, car il a déjà oublié tant de choses importantes comme la couleur de ses yeux. Il peut imaginer leur forme et leur lumière quand elle souriait et que l'iris se voyait à peine à travers les cils, mais leur couleur précise a disparu. Et si quelqu'un lui demandait aujourd'hui la couleur de ses yeux, il répondrait qu'ils étaient blonds. C'est ainsi qu'il s'en souvient, son regard était blond parce que ses cils étaient blonds, et ses sourcils. Voilà comme on oublie les choses, comme on oublie les êtres,
et comme il oublie Cécile. Et il voudrait empêcher cette béance qui s'ouvre peu à peu dans sa mémoire de dévorer son visage, parce que l'oubli est injuste et brutal. Il avale la couleur des yeux, la forme des mains, les parfums et les mots, et ne laisse affleurer que le souvenir de la mort. Est-ce que, parce qu'on l'a dit un tout petit peu sur le temps qui passe, et en réalité, et encore plus en vous écoutant là, c'est vraiment un livre sur le temps qui passe, et cette quête qu'il fait en essayant de se rappeler Cécile et de ne pas l'oublier, c'est aussi de tenter, je crois, de garder un pied dans ce monde de l'insouciance, comme je disais, de l'enfance, où il était plus facile de tuer un cow-boy à la fête foraine que de poursuivre un fantôme quand on a 20 ans de plus, quand on pouvait marcher pieds nus sur la plage, quand on avait cette insouciance de l'immortalité. Est-ce que c'est aussi ça, ce livre, cette quête d'une enfance éternelle et cette tentative de ne pas vieillir? Comment dire, oui, c'est-à-dire que ce que je dis à la fin du livre, c'est que Cécile a sans doute emporté avec elle la part la plus importante de l'insouciance que j'avais à l'époque, l'insouciance qu'on a quand on a 20 ans ou 25 ans. Et ça n'apparaît pas tout de suite, je pense. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas, le lendemain de sa mort, je ne me suis pas dit, ça y est, bon sang, je vais mourir. Mais c'est quand même... ça reste quand même quelque chose qui est une sorte de jalon dans ma mémoire, en tout cas, dans les sensations que je peux avoir. J'ai 50 ans aujourd'hui, donc... je suis forcément plus le jeune type un peu con enfin je suis toujours sans doute un peu con mais moins jeune du récit. Donc il y a un moment où on constate quand même que oui, on est mortel, oui, on est mortel de façon parfois complètement stupide et injuste et imprévisible, et en fait, le fait que ça lui soit arrivé aussi jeune m'a sans doute obligé, j'en ai pas reparlé avec tout notre groupe d'amis parce qu'on s'est quasiment plus jamais vu après, mais je pense que chaque fois que j'ai eu des contacts, ça reste quand même quelque chose qui tous nous a marqué comme étant le signe que fini de rire, quoi, voilà. On n'avait pas prévu ça. C'était pas normal, donc on n'avait pas prévu ça. Et comme on n'avait pas prévu ça, on s'est tous dit, alors là maintenant il faut vraiment qu'on fasse vraiment ce qu'on a envie de faire. Ouais. Et l'urgence de très vivre, étrange, en fait. Ouais. Très étrange. Cela dit, il y a quelque chose dans votre livre qui est de l'ordre aussi de la recherche de la beauté. Aussi, parce qu'il y a la mémoire, il y a la tentative de l'oubli, mais cette jeune fille qui est restée éternellement jeune, éternellement belle, blonde, même s'il oublie la couleur des yeux, il y a quelque chose de la beauté. Est-ce que c'est aussi ça, ce livre? Est-ce que c'est cette ode, pas qu'à la jeunesse, mais aussi à la beauté, cette tentative-là? À sa beauté à elle, oui, sans doute. Mais aussi simplement au fait, c'est pas tellement sa beauté, il se trouve que... il la trouvait belle, ou elle était belle, ou pour ce que ça veut dire, il n'y a pas d'objectivité là-dedans. Mais c'est aussi simplement que elle est figée dans le temps. Son image est figée dans le temps. Elle est d'autant plus figée qu'il ne possède qu'une seule photo d'elle, qui, encore une fois, passe avec le temps. Donc, elle est réellement figée dans le temps. Son corps, son apparence, elle sera... à tout jamais cette jeune fille. Alors c'est encore une fois très banal, je ne suis pas le premier à dire ce genre de truc, mais alors que par ailleurs moi je vieillis, enfin normalement, et donc il y a ça aussi, c'est de se dire elle est devenue comme pas une statue, mais elle est devenue la simple idée de son existence est comme une toile de maître dans un musée. C'est-à-dire c'est une forme de beauté
qui est figée une fois pour toutes dans le temps, qu'on peut réanalyser, qu'on peut regarder, mais qui ne bougera plus. Et elle est devenue un personnage de roman. J'espère. Un magnifique personnage de roman. Quand Cécile, Philippe Marczewski, je l'ai bien dit cette fois, aux éditions du Seuil. Merci beaucoup à vous. Merci, Sarah. Merci beaucoup. Merci.